Nicéphore Antoine Fila Saint-Eudes, il est vénérable et aussi président du Parti républicain et libéral du Congo, pour parler de ses ambitions à la mairie de Brazzaville, les élections locales, le changement de la constitution du 20 janvier 2002 et aussi ses gestions à la SARIS. Et aussi, vous savez, c'est un homme, un grand économiste, il a été aussi dans un grand cabinet d'expertise comptable réputé dans le monde entier, ce qu'on appelle les Big Four, Ernst & Young, KPMG et les autres. Mais on va parler de Ernst & Young et bien d'autres choses, dont ne quittez pas. Une fois de plus, bonsoir. Comme j'aime toujours dire, le Congo, ce n'est pas la Birmanie, ou la Corée du Nord, ou l'Érythrée, le Cuba, ou peut-être même le Zimbabwe. Ici au Congo, nous recevons tout le monde, toutes les sensibilités politiques et sociales, et c'est un pays où, peut-être je me trompe, mais je crois toujours qu'il y a la liberté d'expression et puis la liberté de créer des partis politiques et de s'exprimer d'une manière libre. Mais cette liberté est toujours en danger quelque part parce que dernièrement, à la case de Gaulle, le 14 juillet, j'ai rencontré un ministre, il s'appelle M. Koliné Makosso. Il a dit que je suis le porte-parole de l'opposition. C'est quand même drôle d'un ministre qui est le ministre d'éducation civique, parce que je pense que dans ce pays, il faut apprendre aux jeunes de respecter les opinions différentes. Et que qu'est-ce qui est méchant de recevoir des gens de l'opposition, comme je reçois M. Saint-Eudes aujourd'hui. Et puis, je suis aussi étonné parce que à l'auberge de la jeunesse à Pointe-Noire, qui est gérée par son ministère, quand tu vas là-bas, tu y habites et il n'y a pas de facture. C'est quand même drôle. Mais aussi, est-ce que c'est mauvais de dire que, par exemple, la deuxième sortie nord de Brazzaville, qui n'a jamais été, qui en principe n'a pas encore été rendue à l'État, est déjà en piteux état. À l'origine, ça devait avoir une élargie de 11 mètres de largeur, mais elle est seulement à 9 mètres et aujourd'hui, on veut casser des gens et peut-être construire un échangeur. Est-ce que c'est bon tout cela? Bon, ce n'est pas ce que nous voulions parler aujourd'hui, mais on a quand même la liberté de dire ce que nous pensons ici. Monsieur Saint-Eudes, c'est un honneur de vous recevoir 5 ans après. La première fois, c'était à Paris. À l'époque, je ne travaillais pas encore ici. Comment vous vous portez? Très bien et merci de m'avoir reçu. Et vous êtes de l'opposition? Je suis de l'opposition républicaine. Républicaine. Et quand, par exemple, vous savez ce que je dis, c'est authentique, M. Makosso, je ne sais pas le défamer, il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient. Peut-être il faisait des blagues, peut-être c'était de l'humour, mais c'est un humour noir, parce que ça veut dire que c'est qu'ils se disent entre eux, mais il a eu le courage de venir dire ça publiquement. Comme je vous reçois là, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de recevoir quelqu'un de l'opposition? Je crois que la démocratie favorise les expressions différentes. Les sensibilités différentes doivent s'exprimer de telle sorte que la population toute entière ait des informations de part et d'autre du jeu politique national. Et donc il est bien que vous recevez tout le monde et je pense que monsieur le ministre Koliné est un garçon intelligent et je suis persuadé que ce n'était qu'une blague. C'était une blague, pas... non, il y a des blagues qu'on dit en blaguant, on dit ce qu'on pense. Parce qu'il y a des gens aussi comme eux qui pensent que ce n'est pas normal que je vous reçoive. Ils ne veulent pas d'autres sensibilités. Ce serait une erreur politique. Une erreur politique. Alors, revenons à ce que vous êtes venu là. Alors, vous vous portez bien, monsieur? Très bien, très bien. 5 ans après? 5 ans après, j'ai pris un peu de cheveux blancs, mais... et peut-être de sagesse. Et de sagesse. Ah, d'accord, ok. Je dois rappeler que vous avez organisé un grand meeting à Paris, en Paris même, et puis en banlieue parisienne. C'est exactement ça. Et vous étiez là. Et j'étais là. Vous avez couvert les 2 manifestations d'ailleurs. Exactement. Alors, maintenant revenons à Brazzaville. Alors, vous êtes un natif de Poto-Poto, un vieux quartier, si c'est bien mon histoire, 1870, c'est un vieux quartier, si je me trompe. 1880. 1880. Non, écoute, donc j'ai enlevé 10 ans, ou j'ai ajouté 10 ans. Bon, écoute. Alors, là-bas, vous êtes connu comme être un fils de là-bas. Alors, est-ce que vous avez encore cette capacité de mobilisation que vous aviez dans le temps, là-bas à Poto-Poto? Je crois, M. Eddie Smith est
Poto-Poto, c'est mon village. Et dans son village, nécessairement, on ne saurait perdre la capacité de mobilisation, sauf si vous n'avez pas respecté un certain nombre de principes, à savoir la solidarité, le dépassement ethnique et l'acceptation de tout le monde. Quand ces principes ne sont pas respectés, à l'évidence, vous perdez nécessairement votre emprise au niveau de Poto-Poto et vous ne pouvez pas mobiliser. Pour ma part, je crois que je suis, à la suite des grands hommes qui ont précédé et géré Poto-Poto, l'héritier naturel de Poto-Poto qui peut mobiliser à tout moment. Qui peut mobiliser à tout moment. Et je sais, si à moins que je me trompe, votre grand fait d'armes était d'avoir refusé qu'on modernise Poto-Poto. Pourquoi vous aviez refusé à l'époque et aujourd'hui, je ne sais pas si, comme vous avez dit 5 ans après, vous vous êtes assagi. Pourquoi à l'époque vous avez refusé le plan gouvernemental pour moderniser le quartier historique de Poto-Poto? Nous n'avions pas refusé. Notre question était de savoir, fondamentalement, est-ce qu'il est souhaitable de créer de nouveaux pauvres dans un pays dans lequel 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Parce que les indemnisations que l'on fait sont tellement dérisoires et que les gens ne pourront pas se reloger. Tenez-vous bien, monsieur Elie Smith, que Poto-Poto est un vieux quartier. Je dis 1880, ça veut dire qu'il y a plusieurs générations. Et ceux qui, à l'époque, ont acheté ces parcelles ont eu des enfants, de petits-enfants, des arrière-petits-enfants, des arrière-arrière-petits-enfants. Et vous êtes africain, vous savez que, en termes de liquidation d'une succession éventuelle, tout le monde a droit à sa part. Et si l'on essaie de repartir 20 ou 30 millions, suivant, je pourrais dire, 10, 15, 20 ventres, nécessairement vous créez des pauvres. Et c'est pour ça que nous avions dit à l'époque, il est souhaitable de trouver des vraies solutions qui permettaient de reloger les gens qui quitteraient Poto-Poto afin qu'ils ne versent pas dans une pauvreté extrême. Voilà ce que nous avons soutenu et c'est ce que nous continuons à soutenir. Parce que nous estimons qu'il est souhaitable de traiter la question sociale d'une façon non politique, mais économique. 150 et 200 000. Et lorsque l'on voit des gens partir de Pointe-Noire, en payant le billet aller-retour, ensuite 2 ou 3 séjours à l'hôtel, finalement le passeport revenait à 500 000. Et je crois que le fait que tout le monde sache désormais que le passeport est payant et qu'il coûte 75 000 ou 100 000 francs, on se contentera de ça. On ne passe pas par des circuits mafieux. Il en est exactement pour le certificat de nationalité et d'autres papiers. Et d'autres papiers. Et réputés être gratuits, mais qui en réalité est payant. Donc à partir de ce moment, je crois que le gouvernement devrait élargir la mesure du paiement sur tout. Ce n'est pas que libéral, mais c'est un constat. Et même sur ce qu'on dit la césarienne ou la gratuité, tout doit être payé. L'État doit payer, parce que l'État doit payer la césarienne. C'est son rôle. Lorsque l'on prend une mesure, on paye. C'est-à-dire, l'État devrait mettre en place des coupons qui permettraient aux femmes qui doivent subir des césariennes de les présenter dans des hôpitaux ou dans des cliniques. Et ces coupons-là, vos paiements, lorsqu'on les retournera au gouvernement, le gouvernement couvrira avec la liquidité. Mais il faut, je pense que ça a été judicieux d'arrêter ces pratiques parce que ça crée un certain nombre de circuits parallèles qui ne sont pas dignes d'une république solidaire. Pas d'une république solidaire. Alors, monsieur Saint-Eudes-Fila, comment avez-vous fait pour devenir sénateur? Est-ce que vous savez que les sénateurs, c'est une élection indirecte? Est-ce que vous avez été élu d'une façon indirecte ou vous avez été désigné ou nommé? Voilà. Je crois que c'est une très bonne question. Il faut regarder les résultats de ces sénatoriales de Brazzaville.
j'arrive en premier avec 84% de voix. Le second, paix à son âme, le sénateur Nsété, arrivait avec 72%. Ça veut dire que l'unanimité s'est faite, M. Nsété, le vénéral Nsété était du PCT. Mais j'arrive avant lui. Ça veut dire que l'unanimité s'est faite pour reconnaître que M. Sylla Saint-Eudes pouvait assurer la charge sénatoriale d'une façon objective. Mais je voudrais vous rappeler simplement que j'ai été le candidat unique de l'opposition à ce sénatorial de Brazzaville, que l'opposition avait mis en place une équipe de campagne dirigée par les conseillers d'Ioulou, de l'UDR Munda, et Ngwanou de l'UDR Munda, qui ont géré la campagne du candidat de l'opposition que j'étais, et qui ont obtenu, suite à de grandes discussions, que l'opposition, qui représente un pourcentage important au niveau du conseil municipal de Brazzaville, soit représentée au Sénat. Et ce qui explique l'unanimité est quasiment le score large que j'ai obtenu, qui ne se retrouve que dans les partis staliniens. Les partis staliniens. Ah voilà. Bon, maintenant, que devient votre parti parce qu'on ne voit que vous. Parce que là, vous venez de dire que votre victoire, c'est grâce à l'unité de l'opposition pour une fois. Alors, que devient votre parti, le PRL? Le PRL est l'un des partis importants du pays. En ce sens que nous sommes l'une des rares formations politiques du pays à avoir une implantation nationale au terme des élections de 2008, qui sont des élections municipales et locales. Nous sommes implantés dans la région, dans le département de Pointe-Noire. Nous sommes implantés dans les départements du Niari. Nous sommes implantés dans les départements de la Bouenza. Et nous sommes implantés dans la commune d'Ontaï. Nous sommes implantés dans le Toul. Nous sommes la troisième force politique de Brazzaville après le PCT et le MCDDI. Nous sommes implantés dans le plateau, dans la cuvette ouest, dans la Likwala, qui est notre place politique forte. Parce que, tenez-vous bien, nous avons 4 conseillers dans la région de la Likwala, autant que dans la région de la Bouenza. Comment avez-vous fait pour avoir 4 représentants ou 4 conseillers dans la Likwala? Mais c'est pour vous dire que nous sommes un parti national. D'ailleurs, le ministre Bouao, dans son livre L'imposture ethnocentrique, dit en clair que dans ce pays, il n'y a qu'un seul parti à caractère national, c'est le Parti républicain libéral. Donc nous pouvons que nous en réjouir. Et les autres partis dits ethnocentriques, ce sont lesquels? Je n'entrerai pas dans ce débat, je leur demande de lire le livre du professeur Charles Bouao, ils se rendront compte. Oh, mais vous dites ça, mais c'est pas en contraire, c'est parce que je vois. Mais votre parti aussi a une connotation très familiale. Vous avez eu votre frère, Mfumu, votre sœur Catherine Nyanga, bon, qui sont membres de votre parti, et ils sont tous partis. Pourquoi? Évidemment, ce sont des choix politiques. C'est pour montrer que le PRL est un parti démocratique. Lorsque les camarades, parce que pour moi ce sont des camarades, que ce soit mon frère Mfumu ou ma sœur Catherine, ce sont des camarades qui ont estimé que la ligne du parti ne leur convenait plus, qu'ils aient créé une formation politique qu'on a appelée l'ARENA, et que cette formation politique ait intégré le PCT. Ça montre que notre famille est une famille de démocrates. Qu'il soit parti et que le PRL continue, ça veut dire que au-delà de la famille, le Parti républicain libéral
continue à vivre. Alors, M. Fila, qu'est-ce que vous avez gagné, vous, personnellement, sur l'échiquier politique national? Vous et votre parti politique, en dehors du fait que vous aviez dit vous aviez des conseillers municipaux partout dans la République, qui n'est pas le cas d'autres partis comme le MCDDI, l'UPADS. C'est vous qui le dites? Non, c'est dans le livre de M. Professeur Boao l'a dit dans son livre que les deux partis tribalistes au Congo, il y a trois partis ethnocentristes ou tribalistes, c'est le PCT, l'UPADS, le MCDDI. Mais je parle de vous maintenant. Qu'est-ce que vous avez gagné sur l'échiquier politique national? Vous savez, nous sommes un parti de l'opposition. Nous entretenons des relations de convivialité républicaine avec le Parti congolais du travail et les autres partis, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité. Et nous obtenons ce que nous donnons sur le terrain. Nous ne sommes pas des partis alimentaires qui courraient derrière un certain nombre de postes. Qui sont les partis alimentaires? Cela ne nous concerne pas. Vous êtes Congolais par adoption et vous savez ce qui se passe dans le pays. Pour notre part, l'objectif c'est d'être représenté et que notre voix soit entendue. D'ailleurs, M. Lee Smith, si le président du Parti républicain libéral ne représentait rien, je suppose que vous ne m'auriez pas invité. Vous m'invitez parce que vous savez que je suis capable de donner des informations à la population congolaise. Et d'ailleurs, je vous remercie encore parce que cette tribune me permet d'éclaircir un certain nombre de points d'ombre que volontairement, dans la lutte politique, l'on utilise. Voilà. D'accord, mais avant que vous allez éclaircir ces zones d'ombre-là, je ne sais pas quand on reviendra, vous êtes quelqu'un que vous avez fait l'université Paris-Dauphine, si je ne me trompe pas. Non, j'ai fait Sciences Po Grenoble. Sciences Po Grenoble. J'ai fait l'Institut supérieur de gestion de Paris, une école de commerce. Oui. J'ai fait l'université de Grenoble, où j'ai obtenu un doctorat en économie. Et je suis titulaire d'une maîtrise de droit privé de l'université de Brazzaville. L'université de Brazzaville. Alors, vous avez rencontré Nicolas Sarkozy où? Vous revenez sur cette question. Alors, je l'ai rencontré en 1980. À l'époque, il fréquentait comme moi Paris-Dauphine parce qu'il y avait tous les grands étudiants des universités et des écoles de commerce se retrouvaient lors des grands galas. Il s'est avéré que, vous savez, que les grandes écoles, toutes les fins d'année, organisent ce qu'on appelle le gala des grandes écoles. Et à l'occasion de ce gala de grandes écoles, ceux qui font des grandes écoles se retrouvent et se tissent des relations. Et c'est dans ce concept-là qu'en 1980, je l'ai rencontré. Donc c'est là où vous l'avez rencontré. Maintenant, est-ce que c'est parce que vous le connaissez, il est devenu votre ami, qui a fait que vous vous lancez à la bataille pour être président de la République, ou c'est une conviction personnelle que vous croyez que vous avez une solution pour le Congo? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les pays n'ont pas d'amis. Les pays n'ont que des intérêts. Et le président de la République française a des intérêts de la France sur le territoire congolais. Il a l'obligation de les défendre. Donc, je n'userai pas, et je vous l'ai dit il y a 5 ans, que je n'utilise jamais mes relations pour avoir une certaine visibilité. J'ai d'autres moyens pour obtenir de la visibilité et donc je n'utilise pas mes relations personnelles. Mais je voudrais vous dire que je fais de la politique par conviction. J'ai présenté un projet alternatif à celui du président de la République. Mon projet n'a pas obtenu la majorité pour pouvoir faire de moi le président de la République. J'ai reconnu dès la première soirée la victoire de l'actuel président de la République.
Voilà, c'est ça aussi un démocrate. J'ai vu moi-même M. Fila en France et à Paris précisément, le meeting que vous aviez organisé, c'était grand, à Paris même et en banlieue parisien. Alors, d'où avez-vous eu de l'argent? Est-ce que c'est vos amis français qui vous ont donné ou c'est le PCT? Parce que, paraît-il, votre famille est très proche, votre maman, très proche du PCT. Vous voyez, ce qui tue la politique au Congo, c'est que les gens confondent les relations personnelles, les relations familiales avec les convictions politiques. Si je devais me contenter des relations familiales, je n'aurais jamais été opposant. Je pense qu'il y a une autre forme de gouvernance pour le pays. Je pense que l'on peut gérer le pays différemment. Je pense qu'on peut procéder à une meilleure redistribution de la richesse nationale. Je pense qu'on peut développer largement des effets de solidarité nationale parce qu'il n'est pas possible que dans un pays, l'on ait 70% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc, je fais la politique par conviction et je ne le fais pas pour faire plaisir. Je ne le fais pas en allant demander de l'argent à qui que ce soit. D'ailleurs, si je demandais de l'argent à qui que ce soit, on l'aurait utilisé pendant la campagne de 2009. Donc vous ne demandez pas l'argent. Je ne demande pas l'argent. Mais vous ne demandez pas l'argent et vous faites la politique par conviction. Oui. Mais pourquoi expliquait-il que vous étiez à Evo, vous étiez à Dolisie, mais à la fin, on vous a trompé? Qu'est-ce que vous avez obtenu dans ces deux assises? Rien. Monsieur Elie Smith, la politique, par définition, est une science du compromis. C'est aussi une science de la gestion par excellence des rapports de force. Les rapports de force ne pouvaient pas permettre à l'opposition en 2009 et en 2011 de pouvoir obtenir un certain nombre d'avancées au niveau de l'installation de la démocratie. Je prendrai un petit exemple. Si nous n'avions pas été à Dolisie, à Evo, comment est-ce que les candidats qui ont demandé à la Cour constitutionnelle d'examiner leur recours auraient fait? C'est parce que nous avons obtenu du gouvernement. Et nous avons obtenu cela à Evo que désormais, les bulletins, les fiches de décompte soient données aux différents candidats. Ce qui a permis à Mathias Sinton de faire son recours, ce qui a permis à bien d'autres de faire le recours. Ça veut dire que nous avons obtenu des choses. Nous avons obtenu le principe du recensement administratif spécial. Nous avons obtenu, et là je parle d'Evo, le principe. Nous avons obtenu à Evo le principe d'une commune indépendante. Mais Dolisie n'est que le prolongement d'Evo. Et à Dolisie, nous avons obtenu, par un principe, nous avons obtenu le recensement administratif spécial. Nous avons obtenu une commune indépendante. La déclaration, lue à la fin de la concertation, conclut en clair que nous allons avoir une commune indépendante et nous allons avoir la biométrie pour éliminer au maximum les doublons en matière d'électeurs. Alors, se faire rouler, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne vois pas à quel niveau nous avons été roulés. Sauf si,
vous nous dites à quel niveau précis nous pouvons considérer que nous avons été roulés. D'accord. On va observer un moment de publicité. Quand on va revenir, je vais vous poser la même question. C'est vous qui dites que vous n'avez pas été roulé dans la farine, mais Kinfusia qui était là a crié qu'il a été dupé. C'est pourquoi aujourd'hui il a changé de camp. Votre colonel soi-disant indépendant n'a pas été créé. Et puis aussi, cerise sur le gâteau, ce recensement administratif spécial que vous avez obtenu, oui, mais l'UPADS, il était ici, le secrétaire général de l'UPADS conteste tout ce qui s'est passé, que c'était quelque chose, c'était de la poudre aux yeux là-bas, donc je ne sais pas, donc vous allez un peu faire d'éclaircissement quand on va revenir, et aussi, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez quitté le cabinet Ernst & Young, et quels sont vos rapports actuels avec Mathias Nzong. Bienvenue dans le monde Africa. Connaissez-vous les assises Africa? Aujourd'hui, on paye le salaire. M. Nissamou est chef d'entreprise. Donc, il payait tous ses employés en espèces. Il manipulait beaucoup le temps. Et c'était une opération arrachante, risquée et très délicate. Depuis qu'il a découvert la carte Visa prépayée Africa, il paye directement les salaires de ses employés sur leur carte Africa. Et chacun reçoit immédiatement un SMS lui notifiant que son salaire est positionné, sans avoir besoin de se déplacer. C'est rapide, instantané, et c'est tout. Les employés peuvent ainsi retirer leur argent via tous les distributeurs Visa, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus, vous pouvez recevoir vos primes ou vos droits d'auteur via Africa. N'est-ce pas magnifique ça? Absolument. Africa, votre carte Visa prépayée rechargeable avec votre compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africa, Mieux qu'une simple carte bancaire, à l'ensemble des solutions. UBA Africa's Global Bank. Bienvenue dans le monde Africa. Encore une autre astuce Africa. Aujourd'hui, on fait des déplacements. Vous allez en pèlerinage ou simplement pour des vacances bien méritées. Pour éviter les tracasseries de tout genre, une seule solution. La carte Visa prépayée Africa. Vous, mesdames, vous adorez le shopping. Vous, étudiants et internautes, vous souhaitez effectuer vos achats en ligne. La carte Visa Africa, c'est la solution. Achetez dès maintenant votre carte Africa, chargez-la et faites vos opérations en toute sécurité sur Internet et dans tous les commerces munis d'un TPE. N'est-ce pas pratique? Très pratique. Africa, votre carte Visa prépayée rechargeable avec son compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africa, Mieux qu'une simple carte bancaire, à l'ensemble des solutions. UBA Africa's Global Bank. Je t'ai reprécisé ma formation. Voilà. Voilà, nous sommes de retour après un instant de publicité. C'est le direct pour ceux qui pensent que ici, je dis ça à nos amis qui sont en France, qui nous suivent souvent en ligne et qui sont un peu dans des rêves et pensent que peut-être ici on fait des montages. C'est en direct. Et que si ça ce n'est pas la liberté, je ne sais pas ce qu'on doit l'appeler. Alors avant l'interruption publicitaire, le président Fila était en train de tarir des loges, des confétations de Evo et aussi celles de Donizy, mais la réalité est très forte, monsieur Fila. Vous étiez là-bas avec monsieur Kinfusia, il est parti, il a claqué la porte parce qu'il a dit qu'on a roulé dans la farine. Et encore, je ne sais pas, monsieur Fila, de quoi vous parlez, c'est pas si on est dans le même pays. Vous dites qu'il y aura un colonel indépendant et qu'il y a eu le recensement administratif, oui. Mais l'UPADS qui était là, son secrétaire général a crié ici que c'était du grand n'importe quoi. Donc ça veut dire que M. Nikila, Non, vous êtes là compromis. Vous êtes compromis. Monsieur Elie Smith. Oui. Vous voyez, ce qui tue la démocratie au Congolais, c'est l'inconstance. Donc il faut faire je voudrais vous dire que dans le cadre du recensement administratif spécial, sur les 112 colonels, 112 colonels, l'UPADS tout seul
a géré environ 50 colonels pour le recensement administratif spécial. Je voudrais vous dire aussi que c'est l'UPADS qui, pour le compte de l'opposition, a défini la méthodologie qui a été appliquée pour ce recensement administratif. Je voudrais vous dire aussi que aucun, je dis bien aucun, représentant de l'UPADS issu de terrain n'a désavoué les résultats. Je voudrais aussi vous dire, Elie Smith, que dans la ville Kuala, le représentant de l'opposition là-bas, c'était M. Mbeli, membre du secrétariat national de l'UPADS. Alors, lorsque l'on a participé à un processus, depuis la définition de la méthodologie, jusqu'à la participation au niveau du recensement, et qu'à la fin, l'on vienne dire que nous ne reconnaissons pas les résultats, je ne sais pas comment vous pouvez le qualifier. Pour ma part, et pour la convention des partis républicains que je dirige, nous assumons pleinement les résultats de ce recensement, malgré les quelques réserves que nous avons évoquées. Tenez-vous bien, les fameuses réserves n'ont pas été formulées par l'UPADS. Les réserves ont été formulées par la convention des partis républicains. Que ce soit dans la Likwala, que ce soit dans la Sanga, que ce soit dans le plateau particulièrement d'Ambela, ce n'est pas des délégués de l'UPADS qui ont relevé un certain nombre de dysfonctionnements. Mais d'où vient que c'est le Pascal Setima Biala qui en parle? Je n'ai pas à qualifier, je dis simplement, lorsque l'on a participé à un processus de bout en bout et que vos délégués n'ont pas révélé un certain nombre d'anomalies, on n'a pas le droit de vouloir s'ériger en donneur de leçons. Nous estimons que sur les 112 coloraces, 112, il y a 3 seulement sur lesquels il y a eu des litiges. Et c'était où? Il y en a eu dans la Likwala, dans la Sanga et dans les plateaux. Vous savez, en matière statistique. Et dans les plateaux où précisément? À Gambema. Vous voyez, les gens font comme s'ils ne connaissent pas la sociologie du pays. Gambema a une partie importante de population autochtone. Nos frères de population autochtone n'ont pas été recensés depuis très très longtemps. Alors, devons nous laisser les peuples autochtones, donc nos frères, en dehors de la République, ou ne devons pas nous les réintégrer dans la République à partir d'un recensement? Tenez-vous bien, monsieur Elie Smith. Le recensement administratif est un recensement volontaire. Je dis bien volontaire. Ne sont recensés que ceux qui acceptent d'être recensés. Si un parti X ou un parti Y appelle au boycott et que ces militants ne vont pas se faire recenser, il ne faut pas jeter le probe sur une opération aussi importante que celle-là. Je comprends l'attitude de Setima Biala. Lorsque nous sommes allés à Dodisi, lorsque nous débattions avec le ministre Mboulou et le gouvernement pour poser un certain nombre de préalables, mais le parti de Setima Biala était déjà dans la salle. Le recensement administratif spécial n'était pas une priorité pour eux, ils étaient pour la révision. C'est nous, la Convention, qui l'avons obtenu après âpres discussions avec le PCT et le ministre Mboulou, le recensement administratif spécial. Alors,
Ne soyons pas petits blagueurs. La République est une chose sérieuse. Donc Pascal Kassim Abela, c'est un petit blagueur. Je ne me qualifie pas, je dis... C'est vous qui le dites. Non, je n'ai pas cité son nom, je dis Ne simplement... soyons pas petits blagueurs, mais c'est lui que j'ai parlé de si c'est lui qui a dit Mais vous ça. avez parlé d'autres personnes. Comme qui, par exemple, Kinfusia. Et ce Kinfusia n'a pas été à la concertation de Dodisi. Il était à Evo. Mais il a été à Evo, à Dodisi, vous savez... Donc lui aussi, il est inconstant. Je vais vous dire quelque chose. Il est inconstant. Je vais vous dire quelque chose. Le PRL a intégré la convention qui était à l'époque présidée par Kinfusia, qui voulait toujours faire de gros écarts entre l'opposition radicale et l'opposition républicaine, participer aux deux réunions. Et c'est lui qui, en allant à Paris, m'a confié la gestion de la convention. Donc lui mange un peu Et râtelier. c'est à ce titre que c'est la base du mandat que lui m'avait confié et accepté par les autres membres de la convention que j'ai dirigé la convention jusqu'à Dolisie. Jusqu'à Dolisie. Alors, on ne peut pas, après avoir fait ça, Donc, dire que... si j'entends bien, avec le respect, je m'excuse de vous interrompre, Monsieur Kinfusia, il mange dans tous les râteliers. Je ne qualifie pas. Vous avez dit qu'il fait des grands écarts. Entre deux oppositions, une qui se veut radicale et l'autre qui est républicaine puisqu'elle travaille dans le cadre des lois et règlements de la République. Et celle qui se veut radicale a-t-elle une certaine légitimité? Oui ou non? Vous savez, la légitimité... Non, oui ou non? Oui ou non? Ils ont la légalité. Ils ont la légalité. Ils ont la légalité parce qu'ils ont pu obtenir... Et donc je parlais de la légitimité. La légitimité s'acquiert sur la base de la confiance que le peuple vous donne. Mais vous avez dit tout à l'heure que si les gens refusent aussi, par exemple, les gens ne vont pas se ressentir, ça veut dire que c'est l'appel que les radicaux ont appelé et qu'on ne boycotte pas, qu'ils ne veulent pas. Mais ça ne peut être que marginal. Ça ne peut être que marginal. Ça ne peut être que marginal. Je dis que ça ne peut être que marginal. Alors, Monsieur Fila, parlons un peu du problème qu'on est l'indépendance. C'est un vue d'esprit, non? Non. Monsieur Elie Smith. Non, c'est vrai, ce truc-là. Nous avons obtenu à Dolisie le fait que la CONEL devait être indépendante et que nous organiserons les élections qui vont venir avec cet outil important. Nous nous sommes réunis avec le Parti congolais du travail qui est le parti majoritaire. Toute l'opposition pour définir comment devait se présenter la loi électorale. Et dans le cadre de cet accord politique, l'accord politique de Michael, il est inscrit clairement que les prochaines élections locales se tiendront sous l'empire d'une CONEL indépendante. Maintenant, si le gouvernement ne le fait pas, je sais qu'il y a une loi électorale qui a été adoptée. Dans ce cadre-là, nous regardons. Et si le gouvernement ne le fait pas, vous allez faire quoi? Vous allez boycotter ou participer? Il faut d'abord se battre. Parce que le PCT, c'est le parti majoritaire. On ne refuse pas. Si le parti majoritaire a signé avec nous, vous voyez, moi je fais la réelle politique. Je ne spécule pas. Pour l'instant, le PCT a signé avec nous un certain nombre d'accords. Et je crois au gentleman agreement des dirigeants du PCT qui ne se permettront pas de nous rouler, j'utilise votre mot, de nous rouler. Parce que nous avons convenu et nous avons signé des papiers publiés dans la presse audiovisuelle, relayés par la presse écrite. Alors, je ne pense pas qu'on blaguerait avec la République comme ça. On ne blaguerait pas avec la République. Alors, mais dites-nous, quelque chose que vous voulez poser ça, c'est personnel. Pourquoi vous avez quitté le cabinet Ernst & Young? Voilà. J'ai été recruté au cabinet Ernst & Young en 1982 à Angers, Nantes. J'ai travaillé en France jusqu'en 1986. J'ai rejoint le bureau du Congo
Et j'ai travaillé régulièrement de 86 à 90 sur les pays de Grand Lac, particulièrement le Congo-Kinshasa, le Rwanda, le Burundi et le Gabon. D'ailleurs, j'avais un emploi fixe au Gabon. C'est en 90 que je reviens d'une façon permanente au Congo. J'ai assuré la charge de ce cabinet jusqu'en 2002, au moment où je quitte Ernst Young pour aller à la SARIS. Mais, vous savez, Monsieur Lee Smith, on ne met pas les perles, on ne donne pas les perles pour ça. Vous voyez, je ne voudrais pas ramener mon départ d'Ernst Young à un fait de personne. Voilà. Là, hein. Donc, à partir de ce moment-là, je suis parti, j'ai préféré partir en 2002. Savez-vous qu'en 2002, je venais de battre largement une candidate du PCT à Poto-Poto. C'était quelle candidate? Parce que 2002 c'est un peu... Solange Camara. Et que toute la direction politique du PCT s'y était mêlée. Et vous l'avez battu. Et je vous dis aussi, je n'ai pas fini, je vous dis aussi que pendant toute cette période de 97 à 2002, j'ai été l'un des collaborateurs de Mathias Nzon, ministre des Finances. Un des collaborateurs les plus proches alors. Et lorsque Mathias Nzon, je vais terminer, oui. Pour que vous compreniez bien et que vous rebondissiez éventuellement. Et lorsque Mathias Nzon quitte le gouvernement, il y a eu une chasse aux sorcières de tous ceux qui étaient proches de Mathias Nzon. C'est pourquoi je dis, à mon niveau sénateur, modérateur et conseiller de la nation, je dois essayer toujours de rassembler ce qui est épars. Je ne voulais pas faire la langue de bois, je voulais que vous compreniez le contexte qui a amené que je parte de là. De Ernst Young. Ok. Maintenant, vous ne connaissez pas décidément le chômage. Vous quittez de Ernst Young, vous tombez à la SARIS. Est-ce que le fait que vous êtes arrivé à la SARIS, PDG de la SARIS, selon mes enquêtes, c'est un poste créé de toutes pièces pour vous récompenser, pour avoir sous-évalué la soucoupe supérieure du Congo, pour que votre ami Villegrin, qui est le PDG du groupe Somdia, qui sont basés au Congo, au Cameroun et au Tchad. Ce n'était pas vraiment une récompense pour avoir sous-évalué une société de l'État congolais? Parce que vous êtes un libéral, on le connaît. Non, c'était pas ça, monsieur Pila. Monsieur Lee Smith, je voudrais juste vous dire. Est-ce que ce n'était pas parce que... Je vais vous répondre, oui. Je ne fais pas de langue de bois. Je vais vous dire que vaut une entreprise arrêtée. Quand vous regardez l'histoire des reprises de sociétés en France, un peu partout, une entreprise arrêtée, donc avec une usine complètement vieille. Lorsque vous avez les cannes complètement enherbées, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les exploiter parce que les rendements sont devenus tellement faibles qu'il faut pouvoir refaire l'intégralité des 11 000 hectares de canne à sucre. Vous savez aussi, monsieur, je vous donne une information. 1 hectare de canne à sucre coûte 1 560 000 francs CFA. Quand vous faites 1000 hectares, vous dépensez 1 milliard, et quand vous faites 10 000 hectares, vous dépensez 11 milliards de francs CFA. Mais en 1991, les finances publiques sont un exemple. La SARIS, SICO devait être privatisé, pas de repreneur. Et l'assistance technique, Sudbed, cycle denrée, qui avait la gestion de la SICO, avait démonté des usines pour favoriser
les importations. Et donc, toute une population était au désarroi. Déjà, Milka venait de fermer, donc l'huilerie. Il ne restait plus que Chico. Mais il fallait tout faire. Mais nous l'avons quand même évalué à 2 milliards de francs CFA parce que il y avait des investissements nécessaires à faire. C'est une technique assez complexe. Donc ce n'était pas une sous-évaluation. Mais non, mais l'évaluation, c'est un potentiel. Alors, c'est vrai. Donc je comprends votre explication. Les téléspectateurs vont comprendre parce que j'en ai un tout. Mais autre question, quels sont vos rapports aujourd'hui avec Mathias Ndong qui est toujours ce que vous êtes. Quels sont vos rapports avec Mathias Ndong? Avant de répondre à cette question avec Mathias Ndong, je voudrais vous dire que Villegrain, non, parce que vous avez posé la question de Villegrain. Oui, Villegrain. Donc le président du CIAN, le conseil des investisseurs français en Afrique, oui. est un ami. Il m'a demandé en 2002 de prendre la direction de la SARIF. Ce n'est pas un poste créé de toutes pièces. J'ai remplacé le père de Villegrain, Jean-Louis Villegrain, en tant que président directeur général. Maintenant, revenons à Mathias Ndong. Oui, quels sont vos rapports avec Mathias Ndong? Mathias Ndong est un frère pour moi. Et je pèse mes mots. Est un frère pour moi. Il est un frère. Est un ami pour moi. Vous n'avez pas nié comme Pierre avait renié Jésus-Christ. Non, c'est un ami pour moi. Et j'ai des relations de famille avec Mathias Ndong. Je voulais vous dire quelque chose. J'ai passé une bonne partie de ma jeunesse chez M. Taoudia. M. Taoudia, c'est le père de la défunte épouse de Mathias Ndong. Lorsque Mathias Ndong a épousé son épouse Blanche, Evelyne, le père de son épouse, donc M. Taoudia, a dit que c'est moi qui devais boire la boisson et prendre l'argent. Et donc, je suis responsable familialement en tant qu'oncle des enfants de Mathias Ndong. D'accord. Je ne voulais pas entrer là dans les détails. Oui, mais autre question que je voulais vous poser. C'est un grand frère. C'est un grand frère. Voilà. Un grand frère. Est-ce que vous êtes toujours dans la même loge maçonnique ou vous avez quitté la grande loge nationale du Congo qui est un repère de tous les financiers? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous pose la question. Vous savez souvent, il est maçon. C'est votre frère. Je ne sais pas si vous venez à vous. Mais moi, je ne sais pas si... Mais je demande, la question est que vous avez quitté sa loge ou vous avez rejoint le Congo? Je ne sais pas s'il est maçon, donc je ne peux pas savoir si... Mais la franc-maçonnerie, ce n'est pas une mauvaise chose, monsieur. Je ne dis pas que... Mais non, je ne sais pas s'il est maçon. Il ne s'est jamais lui proclamer à moi qu'il était maçon. Et même s'il me l'avait dit, je n'ai pas le devoir de le dire. Parce qu'il me l'aurait dit. Donc... Et c'est lui qui, à cause de votre proximité, le frère maçonnique, qui l'a facilité que vous ayez le plus grand marché de audits quand vous êtes à Ernst & Young. Non, je ne faisais pas celui-là. Ernst & Young est un cabinet international. Il était, jusqu'en 2000, le premier. Il a été dépassé après les affaires du cabinet Anderson. Avec les fusions qu'il y a eu, Ernst & Young se retrouve aujourd'hui vers le troisième cabinet. Ok. Mais l'autre question que je voulais poser, vous avez fait aussi les audits, monsieur? Oui, j'en ai fait suffisamment. Bon, et les audits, est-ce que ce n'est parce que les audits que vous aviez fait aujourd'hui, ça fait que beaucoup de gens ne sont pas payés? Parce que paraît-il, vous avez gonflé des trucs, des chiffres. Oui. Mon ami Mathias Ndong. Non, j'ai dit vous. Je dis, mon ami Mathias Ndong doit rire ici cette émission. Pourquoi il va rire? Parce que lorsque notre cabinet a été retenu pour faire l'audit de la dette intérieure du Congo, il nous a été donné en 99. Et les gens sont vivants. Vous avez Mokoko, actuel ministre, vous avez Ngosaki, actuel directeur l'ancien directeur de la CCA, vous avez
Ikeno, il nous avait été remis un stock de dette de 5 000 milliards de francs CFA. Ce qui n'était pas raisonnable. Nous avons crié, nous sommes retrouvés avec un stock de 500 milliards à auditer. Nous avons procédé à l'audit et nous n'avons validé que 75 milliards. Comment pouvez-vous penser qu'avec un stock audité de 500 milliards de francs CFA et qu'on arrive à 75 milliards, que l'on ait surévalué une dette? Cependant, lorsque l'on fait l'audit, il y a deux risques. Il y a un risque qui est lié à la difficulté de l'opération. C'est-à-dire que vous allez prendre des collaborateurs qui ne sont pas qualifiés pour pouvoir faire cette dette. Et à partir de ce moment, vous pouvez avoir un certain nombre de loupés. Vous avez aussi des risques liés aux opérations. Et d'une façon générale, nous avons dit et écrit dans notre proposition de service que les résultats sont validés avec un taux d'erreur, donc un seuil de matérialité de l'erreur, entre moins 10% et 10%. Or, jusque à maintenant, je ne pense pas que le stock de revendications soit de plus de 50 milliards de francs CFA. Je pense que ça a été un très bon audit et que aujourd'hui, et cet audit, tenez-vous bien, a quasiment été validé par des grands groupes internationaux. Comme la Banque Lazare, avec qui nous avons travaillé, qui a codifié cette dette. Aujourd'hui, si vous voulez payer quand on paye cette dette, vous êtes bien obligé d'avoir le code MFING et le code Lazare. Mais Lazare, pour se mettre dans une affaire, apprécie quand même la méthodologie qui a été appliquée. Donc, là encore, ce ne sont que des bruits de rue. Les bruits de rue. Ok, mais revenons maintenant sur comment expliquer aux téléspectateurs. Vous êtes un parti républicain, donc conservateur, de droite, si on veut mettre au sens européen du terme. Comment s'expliquer que votre parti est devenu ou prend part à ce qu'on appelle les centristes aujourd'hui? Voilà. Nous avons, en termes stratégiques, je rappelle d'abord que nous sommes un parti libéral. Donc un parti de droite. Il y a les partis de gauche. À l'intérieur, au milieu, on trouve le centre. Politiquement, je ne sais pas ce que c'est. On est centre-gauche ou on est centre-droit. Nous essayons au maximum de nous rapprocher du centre-droit pour pouvoir constituer une vraie force libérale dans le pays. Voilà notre démarche. Voilà votre démarche. Et maintenant, votre autre question, c'est sur la Constitution. Êtes-vous pour le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002? Monsieur Smith, est-ce que cette question s'est posée? Est-ce que cette question se pose? Mais ça ne se pose pas. Ça ne pose pas. C'est un débat de rue. Pourquoi c'est un débat de rue? C'est un débat de rue. Vous savez, mais tout le monde vient ici en parler. Oui, c'est un débat de rue. Vous savez, nous avons toujours dit, et nous disons d'une façon permanente, que cette constitution, elle est mauvaise. Donc vous êtes pour le changement? Pas du tout. Laissez-moi m'exprimer. Elle est mauvaise. Elle ne garantit pas des contre-pouvoirs. Elle ne permet pas au Parlement d'exercer un vrai contrôle sur l'exécutif. En plus, un certain nombre d'institutions
ne sont pas repris conformément aux textes communautaires. Je prends l'exemple. Les textes communautaires veulent que la Cour des comptes soit indépendante, c'est-à-dire qu'elle soit réellement une institution autonome du pouvoir judiciaire. Or, aujourd'hui, il est sous le pouvoir judiciaire. Ça, c'est un des exemples flagrants. Et donc, il y a plusieurs éléments. Par exemple, dans cette Constitution, il y a... on ne dit pas, dans cette Constitution, que le Parlement doit vérifier la performance du gouvernement. Mais tout ça... Or, aujourd'hui, la loi organique régissant les finances publiques du pays oblige que le Parlement contrôle l'action gouvernementale en matière de performance économique. Donc, là aussi, c'est une disposition qui n'est pas constitutionnelle. Donc, je voudrais dire, pour répondre à votre question, que, pour notre part, le débat, nous voulons qu'il s'inscrive dans un cadre approprié. Il ne faut pas amener ce débat dans la rue. Il faut le faire dans des cadres appropriés, comme en 1991, nous avons eu la Constitution de 92, comme donc après la conférence nationale, nous avons eu après le Forum national la Constitution de 2002, et nous pensons, à juste titre, qu'il faudrait qu'il y ait un débat national pour débattre de ces questions. Cela se justifie en plus, M. Smith, par le fait que la Constitution est à cheval entre la science politique et la science juridique. Donc c'est un élément du compromis politique. Et donc il est souhaitable que ceux qui débattent de cette question actuellement ramènent le débat dans un centre, pour que nous puissions, dans un centre respectable, de telle sorte que le débat quitte la rue pour intégrer là où il faudrait qu'il se fasse. Voilà à peu près la position qui est la mienne, voilà la position du PRL, et voilà la position de la Convention des partis républicains. Voilà, et pour conclure, pour les élections locales, vous allez aller en rang dispersé où il y aura encore une unité comme ce qui vous a permis de devenir sénateur. Oui, vous avez dû suivre que nous avions rendu visite au révérend pasteur Ntoumi, qui est le président du CNR, qui est un parti très représentatif dans le Toul et dans la partie sud de Brazzaville, qui est représenté dans la cuvette, particulièrement au Wando, et un peu partout. Donc nous avons, dans le cadre de la Convention, conclu que là où cela serait nécessaire, nous présenterons des listes uniques. Là où serait nécessaire, vous allez présenter les listes uniques. Et pour la mairie, vous revenez encore, pourquoi? Vous voulez prendre la mairie? Est-ce qu'il est interdit d'avoir des ambitions, M. Lee Smith? Vous êtes à Brazzaville. Est-ce que vous pensez que la gouvernance de la mairie de Brazzaville est efficiente? Vous êtes à Brazzaville. Est-ce que vous pensez que Jacques Opango doit rester dans ces conditions-là? Pensez-vous que Makazi et bien d'autres ne mériteraient pas à être urbanisés, c'est-à-dire repensés dans un sens solidaire, pour amener à une meilleure distribution au niveau des arrondissements de Brazzaville, ramener de la dignité aux populations de Brazzaville? Tenez-vous bien, Elie Smith.
25% de la population de Brazzaville vit dans une situation de précarité. La précarité, c'est l'étape qui précède la pauvreté. Vous avez commencé votre campagne alors? Non, pas du tout. Je vais terminer. Savez-vous que 50% de la population de Brazzaville vit en dessous de seuil de pauvreté? Alors que dans tous les pays du monde, la mairie est le premier employeur. Il faut redonner de l'imagination et du rêve aux Brazzavillois. Regardez un peu, mettez-vous dans la rue. Moi qui suis un homme populaire, un homme du peuple, je vais jusqu'à Jacques Opengo. Allez-y le matin. Si vous n'avez pas de larmes, vous n'êtes pas un homme humain. Vous n'êtes pas un homme humain. Bon voilà, il y a ça, comme c'est une émission interactive, nous avons des écrits qui sont venus de Georges Bakary Fils Romaric, Mouvement congolais contre la dictature, Thierry Brice Bokotou, Clive Ikobo, Ephraim Ponce Jefferson, Ndinga Osebi, Eli Kiamokoko. Mais je vais vous poser la question d'un internaute qui a écrit, s'appelle Clive Ikobo. Il pose la question, que reprochez-vous au maire ou à la mairie de Brazzaville? Je viens de dire qu'il y a un problème de gouvernance. Il n'y a pas d'imagination, il faut réurbaniser la ville. Vous n'avez pas une politique d'assainissement clairement définie. Vous n'avez pas une politique de transport clairement définie. Vous n'avez pas une politique sanitaire de soins dans la ville ou d'hygiène. Moi, quand j'étais petit, à 18 heures, l'hygiène qui dépendait donc du département de Brazzaville passait vers 18 heures pour phytoxer, pour tuer les moustiques. Cela ne se passe pas. Nous avons eu ici à Brazzaville 3 maires qui m'inspirent. Vous avez l'ancien maire Ngalibali, vous avez l'ancien maire Imondé, vous avez l'ancien maire au Kabando. Mais ces gens-là, lorsque la rue, il y avait des poules de mille, de poules au niveau de Brazzaville, nécessairement, le lendemain, avec les régies qui étaient gérées par la mairie, les nids de poules étaient complètement arrangés. Mais le maire se plaint que c'est les grands travaux qui le met les bâtons dans les roues. Si les grands travaux ne seraient pas là, je pense que nous serons déjà morts. La dernière question que je vais vous poser, et puis c'est la conclusion de l'émission, c'est de Noura Beverly Hills Ardo. Il dit, Monsieur Nick Fila, est-ce à cause de votre échec lors des élections de 2007 que aujourd'hui vous voulez revenir à la mairie de Brazzaville? Écoutez, les Congolais savent exactement quelles sont les conditions dans lesquelles j'ai perdu la mairie de Brazzaville en 2008. Une pratique ignominieuse, mais vous savez, quand vous êtes un homme de paix, malgré ce qui a pu se passer, en présence du ministre Aïssa, du préfet de Brazzaville, du préfet Evundu, malgré cela, je suis resté jusqu'à la fin et j'ai félicité le maire qui a été élu dans des conditions pour lesquelles je ne reviendrai pas. Et je lui ai souhaité bonne chance et c'est ce que j'ai fait tout le temps. Voilà, Monsieur Nick Fila, c'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui comme invité de notre émission. Je suis le plus heureux, Monsieur Nick Smith, que vous m'ayez invité à cette émission. Je pense, sans flatterie, que votre émission est une émission républicaine, puisque vous invitez tout le monde. Et je crois que vous devez persister dans cette voie, afin que le peuple congolais puisse avoir d'autres sangs que les sangs de la chapelle officielle.
Une fois de plus, merci M. Fila. Merci, monsieur. Voilà. Nous sommes venus, c'est indirect, hein, ça fait les aléas, voilà.